Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Alors ce dimanche soir, une émission dense, comme d'habitude, sans détour, autour de plusieurs grands sujets qui divisent. On parlera bien sûr du conflit entre Israël et le Hamas. Depuis des mois, il suscite indignation, censure, tension. Alors la riposte israélienne est-elle défensive ou s'agit-il d'un massacre à ciel ouvert? Nous demanderons à notre invité ce qu'il en pense. On parlera également de la situation en France, tension sociale, violence urbaine, perte d'autorité. La République tient-elle encore debout face au chaos qui gagne du terrain? Mais bien sûr, nous parlerons aussi de l'actualité de notre invité qui vient de sortir un nouvel ouvrage. J'ai donc le plaisir de recevoir ce soir un invité au franc-parler bien connu. Il est déjà venu dans Les Incorrectibles. On est ravis de le recevoir à nouveau puisque c'était déjà il y a un bail. Bonsoir Salim Laibi. Bonsoir Éric Morillo, merci infiniment pour cette invitation. Eh bien, merci à vous d'être revenu puisque vous êtes monté, comme on dit, cette fois depuis Marseille. Alors, avant tout cela, eh bien, c'est un petit peu un hasard puisque je vous avais invité depuis longtemps. On avait calé cette date qui était compliquée d'ailleurs à caler dans votre emploi du temps très serré. Eh bien, votre dernier essai est plus que jamais de circonstance puisqu'il s'appelle Climat Terror. Donc, c'est un essai, donc je le disais. Avec ce titre, donc un titre aussi fort, on a envie de vous poser tout de suite une question toute simple. La peur est-elle devenue une arme ? Ah ben complètement. C'est le principal outil de gouvernance aujourd'hui, clairement. Et donc c'est le terrorisme systématique avec des conséquences très graves. On sait ce qu'est l'éco-anxiété. Il y a un rapport qui vient de sortir officiel du ministère de la Santé, etc., qui explique qu'il y a 4 200 000 éco-anxieux, dont 2 100 000... Éco pour écologie, hein. Éco-anxieux, dont 2 millions, dont la moitié très grave, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à trouver le sommeil, qui sont sous cachetan, donc combien ça va nous coûter au niveau sécu, qui sont en dépression totale, qui croient qu'ils vont mourir demain, les gars qui se font des vasectomies pour ne plus faire d'enfants. Non, c'est très sérieux tout ça. Et là, on nous rebalance, il y a une petite vague de chaleur, comme il y en a eu... Alors, j'adore ce cirque parce que j'invite vos téléspectateurs à regarder le compte Twitter des climato-réalistes, l'association des climato-réalistes. Ça change tout le temps de nom. Oui. Ah oui, alors parler des réalistes, parce que les climato-sceptiques maintenant, ils sont climato-relatifs, donc à se demander... Non, si, ça c'est vraiment une équipe ça change pas un peu. de gros bonnets. Il y a François Gervais dedans, c'est un ex du GIEC quand même. Que j'ai reçu ici. Et qui connaît le sujet très bien. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un petit truc comme ça, il ressortent les archives. Donc en 76, je me souviens, parce que c'est un an après ma naissance, il y avait eu une vague de chaleur monstrueuse, une sécheresse folle. Il y avait très peu de Français qui avaient un véhicule à l'époque. Hein. Enfin, peut-être pas en 76, il y avait plus de Français, mais en 47, il y a eu une vague de chaleur très importante. En 47, il n'y avait pas tout le monde qui avait de l'électricité à domicile. Donc, bon... voilà, on est sur ils nous prennent un petit phénomène météorologique. Là, moi, je suis arrivé sur... Je suis conscient de ce climat et de cette propagande, mais malgré ça, je me suis dit, je monte sur Paris, je me dis, il va faire super chaud. Je descends du TGV, il fait super bon. Il fait 30 degrés, il y a une petite brise. Vous venez de Marseille en même temps, vous, donc c'est un petit peu... peu... Oui, à Marseille, il fait plus chaud. C'est vrai qu'il fait plus chaud. Non, mais c'est pas... Le 38 degrés, on va tous mourir. Non, c'est pas vrai. Je pense que les Parisiens ce soir, ils ont bien dormi. Aujourd'hui, ils vont profiter d'une super belle journée. De la vitamine D à gogo gratuite, c'est le soleil. C'est la luminothérapie. On est enregistré dans les conditions du direct quelques jours avant ce dimanche. Donc c'est vrai que là, à l'heure où nous enregistrons, en effet, on est toujours sous ce qu'on appelle, on va dire, climat caniculaire. Voilà, c'est pour ça. Mais comme vous dites, ça commence à baisser. Voilà. On est bien, quoi. On a un très joli temps. C'est un joli temps estival de vacances où les gens vont partir en vacances se reposer. Il fait beau, la vie est belle. Non, on va tous mourir. Alors, on ne va pas revenir sur le Covid, ça c'était... là, ils ont fait quelque chose d'assez extraordinaire. Ils ont terrorisé tout le monde au point, sachant qu'en France, il y a 10-11 millions d'hypocondriaques. Donc, ils les ont terrorisés à coups de virus, à coups de variants. Les gens se mettaient 3-4 masques. Ils ont terrorisé tout le monde. La guerre,
si ce n'est pas l'Ukraine, c'est maintenant l'Iran, le nucléaire, on va tous mourir. Je pense qu'ils ont compris que en fait, on est en train de vivre une fin de cycle. La population, maintenant, je pense, a compris que les politiciens sont très gravement corrompus, d'une incompétence crasse. Une grosse partie consomme énormément de drogue, on le sait maintenant. Voilà, on est dans une période de décadence extrêmement grave. Et pour contrôler encore les masses, il leur reste juste le petit chiffon, attention, le croque-mitaine, quoi. Ils font peur aux gens pour les contrôler. Vous affirmez que l'écologie sert plus à contrôler qu'à sauver. C'est devenu un outil de pouvoir. C'est bien sûr. En plus, attention, il y a des conséquences hallucinantes au niveau économique qui n'existaient même pas pour le Covid ou pour une économie de guerre. C'est-à-dire que là, maintenant, on décide du jour au lendemain, pas du jour au lendemain, mais on place sur 2-3 ans des plans pour exclure du parc automobile 20 millions de véhicules. Ils ont nommé ça les ZFE. Voilà, zone de faible émission. Bon, du jour au lendemain, petit à petit, année après année, ils excluent du parc locatif ou du foncier de la vente 600 000 appartements classés DPE, G et F. Et ça, c'est dingue, on a tellement de mal à se loger en plus. Mais il y a un rapport de la Cour des comptes qui vient de sortir et qui a expliqué que c'était complètement fou de faire ça, c'est dangereux. Il y a en plus, les recettes fiscales chutent. Il y a beaucoup moins d'appartements vendus. On le voit au niveau du rapport de l'année dernière des notaires de France, et jusqu'à moins 25% de ventes en moins des appartements F et G. Donc ça fait beaucoup de recettes fiscales, notariales, ça fait qui dit vente dit travaux, donc c'est très bon pour Conforama, Leroy Merlin, etc., toutes ces marques qui vendent de la peinture, du plâtre, etc., les petites entreprises, les artisans, donc il y aura moins de tout ça. Ils sont en train d'assassiner l'économie française avec des histoires de climat, alors que, par exemple, un exemple tout bête, la France a l'électricité la plus propre, soi-disant, la plus décarbonée. L'Allemagne, ils ont arrêté tout le nucléaire, ils sont au charbon. Je suis désolé, c'est quoi, comment on peut accepter ça ? C'est-à-dire, c'est-à-dire que l'Allemagne, qui produit beaucoup de carbone avec son électricité, il y a une frontière, en fait, ils ont un microclimat. Ben non, on est sur le même continent, on a des frontières qui sont ouvertes, ça s'appelle l'atmosphère, donc ça n'a aucun sens. Et pourtant, on nous vend toutes ces âneries. Moi, je me régale parce que j'habite à la Joliette, à Marseille, face au port. Et j'ai pointé cette contradiction des bateaux de croisière. Nous, on a jusqu'à 5-6 bateaux de croisière au Vieux-Port. C'est des bateaux immenses qui consomment l'équivalent de 25 000 véhicules par heure parce qu'on ne les débranche pas au port. Sinon, les restaurants, les frigos, il y a tout qui s'éteint. Et on a donc 5-6 bateaux de croisière. Ça fait l'équivalent du parc automobile marseillais complet qui roule tout le temps, 24 heures sur 24, alors que les Marseillais, quand ils rentrent à la maison, ils garent leur véhicule, ils ne l'utilisent plus. Là, c'est tout le temps. Et après, on nous dit, oui, mais là, ZFE. Là, il ne faut pas rouler en critère 4, parce que ce n'est pas bon pour le climat. Mais l'industrie des croisiéristes, qui est en pleine expansion, à coût de 10-15% par an, chaque année, MSC, ils achètent des bateaux de croisière encore plus gros que l'Ocean of the Seas, là, comment il s'appelle ? Cet énorme bateau. Le of the Seas, bon bref, c'est une merveille de technologie, mais qui dépense énormément de fuel et qui pollue. Donc, et là, il y a plein de contradictions. Ça tient pas la route, leur truc, ça tient pas la route. Quand Ursula von der Leyen va de Bruxelles au Luxembourg par avion, ou là, j'ai entendu François Bayrou avec Agnès Pannier-Runacher s'exprimer sur la climatisation. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser la climatisation ? C'est-à-dire que moi, Salim Laibi, je suis chez moi, dans mon domicile, j'ai acheté ma clim, mais je n'ai pas le droit de l'utiliser. Enfin, je sais pas si les gens ne se rendent pas compte de la gravité quand même, hein. C'est extrêmement grave, hein. Si ce n'est pas ça le totalitarisme, je ne sais pas ce que c'est. Il faudrait le redéfinir. Donc Bayrou qui nous explique, bon après il a passé la parole à Agnès Pannier-Runacher,
C'est la magie, c'est celle qui nous avait sorti que les usines, c'était pour la magie. C'était quand même... Enfin, bon, c'est nos politiques du jour. On est obligé de les supporter. Et donc, il est allé faire un discours pour la géothermie, l'énergie géothermique. Il a pris Paris-Biarritz par avion. Il est allé faire une réunion, un conseil municipal Paris-Pau par avion. Non, c'est pas possible ça. Ce n'est pas possible. Il a consommé en 2 heures ce qu'un Français moyen consomme en 1 année. Non, soit la planète, son climat s'effondre, ok, alors tout le monde met la main à la pâte, soit ce n'est pas le cas. On ne va pas parler du mariage extraordinaire de Bezos à Venise, avec tous les yachts. Ah, vous en avez pensé quoi d'ailleurs ça? Ça rapporte pas mal pour l'économie locale en même temps. Non, apparemment ils se sont mobilisés. Moi j'ai vu les Vénitiens se mobiliser pour lui dire dégage. Ils n'en veulent pas. Les Vénitiens aujourd'hui, ils sont en train de tuer leur ville c'est comme en Espagne, il y a du surtourisme, c'est trop. Il y a un moment donné, d'abord, il y a une capacité d'accueil. Il y a l'hôtellerie. Enfin, à un moment donné, on ne peut pas recevoir 200 millions de personnes. Il n'y a pas assez de chambres d'hôtel, de restaurants. C'est pas possible. C'est sale, ça va tout salir. Enfin, c'est pas gérable. Donc, à un moment donné, d'ailleurs, ils veulent tirer au sort, je ne sais plus, un genre de visa pour aller à Venise. Ils sont 40 millions chaque année, je crois. Vous voulez dire qu'il y a un 2 poids 2 mesures, quoi? Apparemment, j'ai vu Leonardo DiCaprio, il était honteux, il se cachait avec sa casquette. Alors que le monsieur environnement, monsieur environnement, ça ne le dérange pas d'aller par avion de Los Angeles à Venise pour un mariage. Déjà, pourquoi il va à Venise pour se marier, Jeff Bezos? Il ne peut pas se marier comme tout le monde dans sa ville. Tout le monde se marie dans sa ville parce qu'il y a sa famille. Lui, toute sa famille est venue de très loin pour aller à Venise, puisque c'est un Américain. Ils ont traversé l'Atlantique. Vous connaissez, moi ma préférée quand même, c'est Bill Gates et sa plage. Bill Gates, il a une villa magnifique, une mansion comme ils disent, c'est un manoir immense avec... Alors il a 7 chambres et 24 salles de bain. Donc je ne sais pas comment il fait, il se lave une jambe dans une salle de bain, le bras dans l'autre, je sais pas. Et il est au nord-ouest des États-Unis, à Seattle, en haut vers le Canada. Et il a une petite plage avec un petit port, une petite marina sympathique pour les copains qui viennent. Il a une piscine immense, il a une consommation énergétique folle, salle de cinéma, salle de réception, tout ça. Mais bon, à la rigueur, tout ça, c'est pas très grave. Écoutez-moi, il a une petite plage, mais là-bas, il n'y a pas de sable doré, il n'y a pas de sable fin. Donc il envoie une barque qui fait toute la côte ouest américaine, mexicaine, le Guatemala, etc. Ça prend le Panama, ça traverse le Panama. Il doit payer, je ne sais pas combien il paye pour ça. Il va à une petite île qui s'appelle Sainte-Lucie. Il va racler les fonds marins pour aller leur voler du sable. Il doit laisser un gros chèque. Et il remonte la petite barque comme ça, la barge là, comme à Paris, là, avec la Seine, là, quand on les voit venir avec du sable et et il remonte comme ça, sauf que là, c'est 8000 km. Et il remonte, ça remonte jusqu'à Seattle. Après, il se met sur tout ça pour qu'il y ait un petit peu de sable sous ses orteils quand il va à la plage. Le problème, c'est que chaque année, l'océan ravale tout ce sable et il rebelote l'année d'après. Et c'est lui qui a écrit un livre pour sauver le climat. Donc, elle est où la blague à un moment donné? Vous dénoncez une secte scientifique autour du climat. Elle est vraiment aussi influente que ça, mondialement, cette secte? Ben oui, puisqu'elle... Bon, c'est le World Economic Forum. Je crois que les choses sont claires. Tout se passe là-bas. On sait maintenant que c'est des escrocs. On sait pourquoi est tombé Klaus Schwab. Schwab, c'est un escroc, c'est un pervers sexuel. Il a des plaintes pour harcèlement. Il a volé de l'argent. il allait en vacances dans des superbes hôtels. Il se faisait des séances de massage de luxe en faisant croire que c'était pour le travail, alors que c'était bon. Il s'est même payé une maison en faisant croire que c'était pour le travail. Donc ça, c'est Klaus Schwab. Et ça, tout se passe là-bas. Tout se passe à Davos. Et ils sont puissants parce qu'ils ont les gouvernants dans leur poche. Donc à un moment donné, quand on a quelqu'un qui fait passer une loi et qui impose à la multitude des sanctions, alors c'est toujours à coup de taxes, donc c'est votre poche qui va payer, toujours à coup de taxes, toujours.
Y a quelqu'un qui a laissé une superbe réflexion, un bon tweet là. Il a dit en 2003, il y a eu la canicule, là, ils disent 15 000, mais en fait c'était 25 000 hein, selon les sources officieuses. Il y a eu 25 000 morts il y a 21 ans, 22 ans. C'est hallucinant. Et à l'époque, ils avaient sorti la journée de solidarité, etc., qui aurait rapporté plusieurs dizaines de milliards. Il est passé où le pognon ? Il est passé où le pognon ? On a tous payé, on a tous participé. À un moment donné, d'ailleurs, j'ai remarqué que les gens posent plus souvent cette question. Avant, elle n'était pas posée. Où va l'argent ? Et justement, c'est un côté très intéressant du climatisme, c'est de ce délire climatiste, c'est que moi je pense qu'il y a des gens, on va prendre l'exemple je prends souvent dans mes conférences l'exemple de Northvolt, la plus grande usine scandinave de batteries, enfin c'est une des plus grandes au monde. Ils ont investi 15 milliards dedans, elle a fait faillite. Insect avec Y, c'était la boîte pour fabriquer, c'est une start-up française, pour fabriquer des farines d'insectes, pour la bouffe. Pareil, ils ont investi des centaines de millions d'euros. Faillite. Donc moi, je me pose des questions, à un moment donné, le système de l'éolien. L'éolien, c'est de la pure perte. La fabrication d'électricité éolienne, elle est hyper... Les éoliennes, les batteries, vous considérez ça comme une illusion, vous ? Ah non, mais c'est une connerie monumentale. L'électricité propre, comme on dit. C'est pas propre. Il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. Une éolienne, il n'y a pas plus polluant qu'une éolienne. Les gens ne savent pas qu'il y a à peu près 400-500 litres d'huile dans une éolienne. Parce que c'est de la mécanique, ça tourne. Sans huile, ça ne tourne pas. Tous les 3 ans, il faut changer cette huile. Tous les 3 ans, ça dure 30 ans, ça fait 10 ans, vous multipliez, ça fait 4 à 5 mètres cubes d'huile. Vous croyez qu'ils vont faire quoi de cette huile ? Ça va polluer. L'éolienne, c'est un bloc de béton de 1000 tonnes. Il est indestructible. Ces éoliennes, ces blocs de béton qui détruisent les champs, vont rester sur place. Ça coûte jusqu'à 400 000 €, c'est un article du Canard enchaîné, de le détruire. Et vu qu'il n'y a plus d'argent à récupérer, ils ne vont pas le détruire, ils vont le laisser sur place. Les pales des éoliennes, c'est des résines composites hyper compliquées. C'est pas recyclable, puisque ça durcit en mélange. C'est pas recyclable, c'est comme ça. Ils les enterrent. Ils font des cimetières géants d'éoliennes, ils les enterrent. Quand on enterre une éolienne avec des produits chimiques, il va pleuvoir sur les années. L'eau va couler sur les pales, ça va descendre dans les nappes phréatiques et le champ d'à côté va arroser avec. On en parle de ça ? Non. Bon. Quand on fait la somme, en fait, il y a un truc qui est très intéressant que les climato-réalistes, les climato-sceptiques ils ont fait ce travail, c'est de se dire, OK, tu me vends ce véhicule, il est électrique, OK, mais combien il a coûté à fabriquer ? Et en fait, ça coûte beaucoup plus cher que... environnementalement parlant, écologiquement parlant, il pèse plus lourd, notamment à cause des batteries, avec la destruction de l'environnement en Afrique, au Congo. Enfin, j'ai mis sur la couve, j'ai mis les enfants qui vont quand même, qui meurent dans les puits au Congo pour aller ramener un peu de métaux rares. Et tout ça pour que nous, on puisse rouler en véhicule électrique. Mais tout ça a un coût environnemental désastreux. Est-ce que vous savez, par exemple, question bête, il y a tellement de trucs à dire, il n'y a pas aujourd'hui de filière de recyclage de véhicules électriques. Les premiers véhicules électriques vendus en France arrivent à leur fin de cycle. C'est 10 ans, fin de cycle pour une voiture électrique. Et on ne peut pas la recycler. Il n'y a pas. Il n'y a pas de filière. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de pognon. Qu'est-ce qu'on en fait alors ? Ça va finir dans des champs. Et c'est déjà le cas. Il y en a plein en Chine, il y en a de partout. Et pareil, ça va prendre le soleil l'été, donc jusqu'au moment, et la pluie l'hiver, jusqu'au moment où l'eau va accéder aux métaux lourds, et après ça va aller dans les nappes phréatiques, voire pire, et on va en crever de cancer. Mais quand on veut changer tout un parc automobile de 30-40 millions de véhicules, je parle que du privé en plus, et il y a aussi le public, il y a les entreprises, et le public, il y a les bus, c'est des milliers, des millions de véhicules. Bon, ces véhicules-là,
à un moment donné, ils arrivent à leur temps de... En général, le véhicule, on peut le garder, parce qu'il a 10 ans, ça va, tu t'en occupes bien, il est propre. Donc tu vas changer la batterie. Donc on prend la batterie qui pèse 300, 400, jusqu'à 500 kg pour les SUV, il faut les envoyer au recyclage. Et ce recyclage n'existe pas. Il n'y a aucune usine en France qui peut accepter 10 000 batteries par semaine, et voire plus, beaucoup plus. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Personne ne se pose la question. C'est quand même extraordinaire. C'est cachez-moi ce sein que je ne saurais voir. Cachez-moi ces millions de batteries. Ça n'existe pas. C'est de la négation du réel, mais c'est propre. De toute façon, tant qu'il y a le petit logo vert, la petite feuille là, verte, de la chlorophylle, la nature, c'est beau. Eh bien, tant qu'il y a ce petit logo, c'est la garantie de la propreté, du... Bon, c'est pas très très sérieux. Enfin, si l'État voulait le bien du citoyen, je pense que Macron aurait arrêté la commercialisation du Perrier immédiatement. Ils ont vendu des bactéries fécales pendant des années dans le Perrier. Nestlé Waters a corrompu des gouvernants. Ils ont falsifié un rapport de l'ARS avec la complicité du directeur d'ARS et du préfet. Tout ça, c'est connu, c'est acté. Ils ont vendu donc de la fausse eau. Donc c'est de la fausse eau minérale. L'eau minérale, on ne doit pas la toucher. Elle a été traitée avec du charbon actif, des ultraviolets. On ne doit pas la toucher. Et dans cette eau minérale, à cause des filtres dégueulasses, parce que comme ils fabriquent en continu, ils ne veulent pas arrêter pendant 2 heures nettoyer. Non, il faut vendre, il faut vendre. Donc ils ne nettoient jamais. Donc il y a des virus, il y a des bactéries fécales. Vous êtes certain de ça? Ah, c'est officiel. Ça, c'est officiel. C'est officiel, ça a été, l'enquête est... C'est sorti dans la presse? Ah, dans la presse, c'est officiel. On a les noms de tout le monde. Quand, ça? Hein? Sorti quand? Il y a un mois, 2 mois, on un mois, 2 mois. Parlé, hein. En tout cas, moi, ça m'est parvenu. Oui, mais ça remonte jusqu'à Macron. Ça remonte à Macron et à Alexis Kohler. Non, mais c'est étonnant sur BFM, au hasard. Mais c'est tellement... il n'y a pas eu Perrier cette année à Roland-Garros. Il n'y a pas eu Perrier. Perrier, il risque de disparaître actuellement. Perrier risque de la fermeture définitive. Donc il y a des virus et il y a même des pesticides. Et ils vendent ça une fortune. C'est des milliards d'euros d'escroquerie aux consommateurs. Donc, et bactéries fécales. Qui dit bactéries fécales? Enfin, je suis désolé, mais c'est quand même... Là, on nous parle d'Escherichia coli. Comment des bactéries fécales pourraient se retrouver dans des bouteilles vendues en grande surface? Ils nettoient pas. C'est sale. Voilà, c'est tout. Hein. C'est le rapport de l'ARS, c'est pas moi. Hein. Il y a même des gens, il y a des honnêtes Français dans l'administration qui ont refusé. Il y en a un, il a refusé de signer. Il a dit, moi, je ne veux pas me mêler de ça. Et d'ailleurs, il a sauvé sa peau. Il y a encore des gens bien, hein, mais sinon, en haut, c'est... D'ailleurs, le directeur de l'ARS, il est toujours en poste, ce qui est un mystère total. Je rappelle que c'est un faux usage de faux en écriture publique, au passage, parce que falsifier un rapport, c'est un crime. D'ailleurs, voilà, ça leur a permis de continuer de vendre de l'eau avec des bactéries. Enfin, je ne sais pas, tu as un petit peu de cervelle. Tu te dis, bon, il y a peut-être le Perrier, c'est pas pour les enfants parce qu'il y a des bulles, mais une personne âgée, avec une immunité un petit peu défaillante, il boit ça, il s'en va. Hein. Il meurt. Après, on se dit, oui, mais c'est l'âge, c'est normal, il avait les reins fatigués. Non, c'est juste qu'il a bu du Perrier. Non, il faut, à un moment donné, franchement... C'est des accusations très graves que vous portez. Enfin, c'est parce que tout est dans ce rapport que vous décrivez là. Ah le rapport, je crois qu'il a été publié. Le rapport a été publié. J'en ai parlé longuement dans mes vidéos, parce que j'ai suivi l'affaire de très près. Et ah oui, non, mais c'est officiel. À 100%, c'est officiel. Il n'y a pas de doute. Donc, mais il n'y a rien d'étonnant. Ils ont fait la même chose là. Il y a le gouvernement qui a freiné le rapport des pesticides sur les champs viticoles. Là, ça vient de sortir, il y a une semaine. Il y a autour des champs viticoles, les enfants sont en train de mourir de cancer. Et il y a un rapport, parce qu'ils utilisent des pesticides dangereux. Le rapport est clair, et ils sont en train de freiner des 4 pieds pour ne pas le sortir, pour continuer à empoisonner les gens. Voilà. Donc si, tout ça pour revenir au point initial, à la question initiale, si le gouvernement était là pour nous sauver, sauver la planète, ça se saurait. Ça se saurait. Il ferait de son mieux
pour brancher les bateaux au port à l'électrique terrestre. Il ferait de son mieux pour fermer Périer et jeter toute cette racaille en tôle, parce que faux usage de faux, c'est criminel, c'est les assises, c'est minimum 10-15 ans. La patronne de Nestlé Waters kiffe. Bon, mais après, il faut remonter jusqu'à Alexis Kohler et Macron, ce qui ne se fera jamais, parce que qu'est-ce qu'il a dit, Retailleau? La France des gens bien. Ben voilà. Les honnêtes gens. La France des honnêtes gens qui nous gouvernent. Votre essai parle aussi de rééducation mentale par l'écologie. Est-ce qu'on est, selon vous, dans un nouveau formatage collectif, c'est ça? Ben oui, c'est ce qu'ils tentent de faire, mais je pense que ça marche de moins en moins. C'est vrai que c'est quand même drôle de voir les ministres qui prêchent la sobriété quand eux restent au frais dans les bureaux climatisés des ministères où là, je suppose, il n'y a pas de problème. Mais il y a eu le scandale des véhicules dans la cour de l'Élysée de Matignon, qui est resté allumé pendant 3 heures de réunion pour qu'il y ait la clim quand... oui, pour que la clim soit fraîche, pour que l'habitacle soit bien frais à l'arrivée et il laisse le moteur allumé. Et c'est pas des Clio, c'est des belles berlines, c'est des belles voitures, ça consomme. Donc tout ceci est un cirque. Bon, bien sûr, l'objectif c'est quand même moi je le vois, mes enfants à l'école, on leur parle de tout ça. Pour moi c'est très bien, hein, la sobriété énergétique, mais surtout la pollution, le plastique. Pour moi c'est très bien de sensibiliser les gens. La problématique ici qui se pose, c'est est-ce qu'on vit un réchauffement climatique ou pas? Et si c'est le cas, est-ce qu'il est d'origine humaine ou pas? Alors moi, je dis qu'il n'est pas d'origine humaine, clairement et définitivement, parce qu'on a les preuves de cela et qu'il y a des paramètres tellement plus importants que le carbone, comme juste, par exemple, le soleil. Il paraît que c'est lui qui réchauffe la planète, il paraît que c'est lui la source d'énergie, de la galaxie, tout ça, de notre étoile. Donc, je pense que c'est la base, non? L'activité solaire avec les fameux points, ça s'étudie. La NASA étudie ça depuis des décennies. On a une augmentation de l'activité solaire. Il y a les volcans. L'humidité, c'est 200 fois plus que le CO2. La vapeur d'eau, ça chauffe plus. Ben, ça fait hammam, hein, ça fait sauna. Donc, il y a plein de petits paramètres comme ça qui sont essentiels pour le réchauffement et qui ne sont pas humains. Ce lien avec l'humain, le réchauffement anthropique, etc., c'est du pipeau. D'ailleurs, ce qui est rigolo, les mêmes scientifiques, exactement les mêmes, et tout ça, je l'ai mis dans le livre, je le raconte dans les conférences, je ramène les preuves pour que les gens voient, les mêmes qui nous ont sorti le réchauffement climatique. Il nous disait il y a 45 ans que c'était la glaciation, l'ère de la glaciation, qu'on allait tous mourir de froid. C'est quand même comique. Et la couche d'ozone, on en est où? À un moment donné, les années 90, on nous expliquait que la couche d'ozone, le trou, il grossissait à la vitesse... Le diamètre du trou grossissait à la vitesse d'un cheval au galop, que si ça disparaissait, on va tous mourir de cancer, puisqu'il n'y a plus la couche protectrice de l'O3, etc. Blabla. Et bien, du jour au lendemain, elle s'est refermée, la couche d'ozone. Elle s'est auto-guérie. Je ne sais pas, naturopathie, je ne sais pas comment elle a fait, mais elle est guérie. Donc, toujours cette même technique. Alors moi, maintenant, je suis désolé, mais j'ai de la mémoire. Et on ne peut pas me bananer avec le même mensonge, 3 fois d'affilée, à chaque décennie, on me sort une nouvelle histoire. Et vous savez quoi? L'argument le plus intéressant, je pense, l'argument le plus intéressant, c'est quoi le réchauffement climatique? C'est on nous explique qu'en 2100, on aura plus 3-4 degrés, on va tous... voilà. Et en fait, le plus grand climatologue qui fait les modélisations climatiques, c'est lui qui a commencé ça sur les spectrums, là, sur les Minitel, les petits ordinateurs, il y a 40 ans. Il s'appelle James Hansen. Eh ben, il a écrit texto, fin des années 90, texto, c'est écrit dans un article publié, qu'on ne pouvait aucunement, jamais, faire des prédictions sur le long terme en météorologie. Ce n'est pas possible. Et malgré ça, ils font des prédictions sur 1 siècle ou 80 ans. Ce n'est pas très sérieux. Quand on ne connaît pas la météo dans 3 jours, on ne calcule pas le climat dans 50 ans. Ce n'est pas sérieux.
Alors, Salim Laibi, en tout cas, voilà, j'invite tous les gens qui nous regardent à se procurer cet ouvrage passionnant, donc Climate Terror de Salim Laibi. En tout cas, voilà, on y apprend plein de choses. Et voilà, le hasard fait que, voilà, vous n'aviez peut-être pas prévu, voilà, cette actualité qui finalement a plus que jamais placé votre livre au centre, justement, des sujets dont on parle. Alors, on a beaucoup de sujets à aborder ensemble, cher Salim Laibi, des sujets sur lesquels je pense que vous allez avoir un avis bien marqué, tel que je l'imagine. Voilà, ça, c'était aussi un des sujets dont on parlait lorsque vous êtes venu la première fois, c'était l'Algérie. Alors, j'aimerais qu'on parle à présent de l'Algérie. Il y a beaucoup à dire parce que cette semaine a été riche justement en informations, avec tout d'abord cette condamnation de Boualem Sansal à 5 ans de prison ferme en appel. Et puis, on parlera d'autres sujets aussi liés à l'Algérie ensuite. Tout d'abord, j'aimerais bien avoir votre opinion sur cette condamnation d'un écrivain, donc pour ses propos. Quelle est votre opinion là-dessus? Est-ce que c'est un aveu de faiblesse du régime ou pas? Non, pour moi, franchement, non, pas du tout. Il y a deux façons de répondre à cette question. Là, vous savez que je vais un peu vous pousser dans les orties, comme dirait. Oh, bon, vous pouvez y aller. Franchement, Pousser mémé dans les orties. open bar, allez-y. Et j'assume totalement tout ce que je vais dire. On est dans les incorrectibles, donc de toute façon, c'est le sujet, c'est l'angle de cette émission. Et je connais très bien l'affaire. Je connais Alors, très très bien l'affaire de. J'ai toutes ces vidéos de comment on appelle ça, de filmer en Israël quand il racontait. Bon, d'abord, première chose, elle est directement crevée, directement lapsée. Vous êtes pour sa libération? Ah, pas du tout. Ah non, pas du tout. Ah non. Alors moi, ce qui m'a... Vous vous rendez compte que là, ça va faire un tonnerre de réaction, ce que vous dites là, parce que... Ah ben, écoutez, je pense que... alors, il faut expliquer les choses pour être compréhensible. Pour être compris, il faut s'expliquer. Alors, déjà, avant de parler d'écrivains, de liberté d'expression, etc., comme disent les Africains, avant de monter au cocotier, il faut avoir le cul propre, le slip propre. Déjà, en France, il y a des écrivains en tôle, hein. Renoir, Hervé Ryssen, il y a des écrivains qui sont allés en tôle. Il y a un militant... Voilà. Votre angle, c'est de dire que finalement, en France, on n'a pas beaucoup de leçons à donner. Ah non, aucune leçon à donner à quiconque. Il faut arrêter le délire, là. C'est quoi ces histoires? Pardon, mais il n'y a pas de prisonniers véritablement politiques, quand même, si vous dites que si. C'est quoi Hervé Ryssen, Renoir, c'est quoi? C'est des délits d'opinion. Ils ont écrit des trucs sur certains sujets qu'il est vrai, il est interdit de débattre en France, mais c'est aussi problématique. Clairement problématique. Moi, je rappelle qu'en France, des gens qui soutenaient Gaza, l'arrêt des massacres, se sont retrouvés en prison avec des peines de prison ferme ou avec sursis pour apologie de terrorisme. Il y en a eu des centaines. J'en connais personnellement, on en connaît tous quelques-uns. Que ce soit le footballeur niçois là, ou monégasque Attal, que ce soit l'infirmière niçoise, je connais plusieurs avocats qui ne travaillent plus. Ils ont été condamnés parce qu'ils ont posté des soutiens, juste l'arrêt des massacres à Gaza. Juste. Ah non, c'est pas possible. Donc c'est soutien du Hamas, donc terrorisme. Donc non, ce n'est pas très sérieux tout ça. D'ailleurs, c'est même très très grave. Qu'est-ce qu'il a fait, Boualem Sansal? Alors par contre, il y a juste un truc, un bémol, c'est que je ne sais pas exactement pourquoi il a été condamné. Ah oui, donc ça pose un problème. Ça pose un problème, effectivement. Et ça pose un problème. Donc il faut, mais ça ne saurait tarder, hein, je vais me renseigner, mais si c'est on a pour... une petite idée quand même. Comment? C'est par rapport à sa position sur le Sahara. Oui, mais il faut... La justice, je suis passé par la case tribunal pendant une quarantaine de fois. Donc, il faut être précis au tribunal. Hein, avec une virgule, elle vous fait sortir de la plainte, enfin, elle vous fait gagner ou elle vous fait perdre. Donc, il faut être quand même précis. Mais j'imagine que c'est le Sahara occidental, la reconnaissance du Sahara occidental, la négation donc, de la propriété algérienne d'un territoire immense à l'ouest, hein, l'insulte monumentale en expliquant que l'Algérie c'est un petit pays, c'est un petit truc, hein, en disant que le Maroc c'est une grande civilisation, l'Algérie c'est un petit truc. Enfin, pour un ce mec quand même, il a fait toute sa carrière,
Il a commencé à écrire à 50 ans, Sansal. Et d'abord, il n'a pas 80 ans, il a 75 ans. Et moi, je suis fatigué. Enfin, il est malade. Il est malade. Non, non, ça, non. Ça, il faut arrêter avec ces maladies. À chaque fois qu'ils rentrent en tôle, ces gens, ils tombent malades. Balkany, Sarkozy. Sarkozy, il est vieux. Il ne faut pas qu'il aille en tôle. Il est vieux. Il fait des footings tous les jours avec ses gardes du corps. Comment ça, il est vieux? Il peut faire des footings, il ne peut pas aller en tôle. Et là, d'un coup, ça y est, il est... Écoutez, moi, j'ai soigné un patient à moi. Vous êtes dentiste, on rappelle. Voilà. Il était en prison, il a fait une crise cardiaque. Il l'a emmené à l'hôpital Nord, il a fait crise cardiaque, arrêt cardiaque. Ils lui ont fait redémarrer son cœur, il est resté une semaine, il est reparti finir sa peine. Hein. Alors, c'est toujours pareil avec le petit peuple. Hein. Le petit peuple, il doit finir sa peine. Même un arrêt cardiaque, même en plus, le stress de l'emprisonnement, les conditions d'emprisonnement à Marseille, la canicule, ils savent ce que c'est. Pour le cœur, c'est très, 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 très dangereux. Bref, ils s'en foutent, il peut crever. Là, d'un coup, comme par hasard, dès qu'il s'agit de l'élite, tout de suite, la prison ne s'applique plus comme pour tout le monde. Ils lui ont rajouté 5 ans pour aggraver, genre, le pauvre, il a 80 ans alors qu'il a 75 ans. Ça aussi, c'est un truc, une technique très, très curieuse. Donc moi, je dis un truc très simple. Je dis un truc très, très, très simple. Moi, je suis algérien, hein, attention. Je suis franco-algérien. Eh bien oui, mais c'est ça, voilà, qui est comme Boualem Sansal. Non, pas comme Boualem Sansal. Boualem Sansal, il est français depuis 6 mois. Moi, je suis français depuis plus de 20 ans. J'habite en France depuis 32 ans. Non, c'est pas pareil. Je suis désolé. Au niveau des papiers, oui, c'est pareil. Mais au niveau de l'énergie, de l'amour, c'est pas pareil. Quand on vit dans un pays 32, bientôt 33 d'ailleurs au passage. Qu'est-ce que je raconte? Dans 3 mois, je vais faire 33 ans. Donc non, Attention, comme l'âge du Christ. L'âge du Christ, exactement. Donc c'est... Enfin, vous m'avez dit tout de suite d'emblée, voilà, vous étiez algérien. Donc là, vous pensez en tant qu'Algérien... Pardon de vous poser Bien cette question. Bien sûr, je pense en tant qu'Algérien. Je pense en tant... Mais attention, donc je veux être juste. Je veux être juste. Vous vous êtes senti bafoué, vous vous êtes senti indigné mais par ces propos? C'est plus que ça. Vous êtes un adepte de la liberté d'expression, c'est pour ça que je vous reçois. Donc je suis un peu, pour rien vous cacher, bon, je me doutais que de toute façon, la position que vous alliez tenir, mais je suis un peu quand même étonné que ce soit quelqu'un comme vous qui devrait dire, même si je ne partage pas les opinions de l'autre, comme vous avez été victime, parce que on le sait, vous n'êtes jamais invité dans les médias mainstream, et d'ailleurs à chaque fois que je vous reçois, d'ailleurs... fait des scores absolument dingues. Je suis arrêté, j'ai été à Marseille récemment, vous êtes connu, vous le savez, un truc incroyable. Vous devriez presque, là, la rigueur, ça serait même, ça aurait du panache de dire, je suis à l'opposé d'accord, je suis pas du tout d'accord avec ce que dit Boualem Sansal, mais non, il faut le relâcher. Pas depuis Gaza, c'est fini. Ah, parce qu'il y a un lien là pour que vous faites le lien. Ah oui, il y a un lien direct. C'est un ultra-sioniste, pro-israélien, anti-palestinien, pro-génocide. Il a fait ses choix. Moi, je ne pardonne plus rien. Moi, les maquistes, les indépendantistes algériens kabyles, qui, bon, c'est un petit mouvement c'est un ballon, hein, c'est rien du tout. Ah, vous aussi, vous dites que ça fait... Non, c'est rien du tout, les maquistes. Ils ont fait une manif pour Boualem Sansal, ils l'ont filmé, ils étaient 30. Il faut arrêter quand même de déconner. À un moment donné, on sait ce qu'on pèse, on sait ce que ça vaut, la chose, on sait ce qu'elle vaut. Bref. Et les maquistes, pour moi, pareil. Pour moi, liberté d'expression, franchement, totale. Qu'est-ce que vous appelez les maquistes, qu'on soit bien clair? Le mouvement de l'autonomie de la Kabylie, c'est un mouvement dirigé par un gars d'ici, d'ailleurs de Paris, hein, Farhat Mahani, qui était un musicien très connu en Algérie, qui a pété une durite et qui s'est déclaré président d'un gouvernement. C'est à mourir de rire. En Algérie, il se moque de lui. Il ne représente rien du tout. Hein. Mais en France, il s'est fait sa petite secte. Donc ça lui ramasse un peu de pognon. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Au lieu d'aller bosser et de se rendre utile à la société, ils se créent des délires un petit peu dans leur cerveau fatigué. Bref. Les maquistes, avant, j'ai discuté avec beaucoup de maquistes, j'ai vu leur délire, victimaires, élitistes aussi, hein, le peuple élu aussi. Hein, on est les meilleurs, les plus intelligents, les plus beaux. Les Arabes, c'est les méchants, ils nous ont fait des misères. L'Algérie, depuis qu'elle est gouvernée par les Arabes, en fait, il y a des Kabyles partout, dans toutes les strates administratives, jusque dans les généraux, les militaires. Donc, il faut arrêter de dire des bêtises. Tout ça, c'est des âneries pour... on peut arnaquer un Parisien, un Français de souche parisien qui ne connaît pas ça, mais un Algérien comme moi qui connaît tout ça,
On ne peut pas lui sortir des balivernes comme ça, c'est pas sérieux. Hein, on peut citer des noms, des premiers ministres kabyles, c'est pas le sujet. Par contre, depuis le soutien à Gaza, c'est terminé au massacre à Gaza. Moi, je ne négocie plus avec ces gens. Ça y est, pour moi, ils sont sortis du camp de l'humanité. Voilà, balancer, on parle de 300 000 morts, c'est pas moi, c'est Harvard qui le dit, hein, avec des études faites par un Israélien. Bon, 300 000 morts, massacrer de la famine, détruire tous les hôpitaux. Et après, ils nous font des cours de morale et de démocratie quand ils font leur meeting. Mais ils sont pas étouffés par l'hypocrisie, ces gens. C'est hallucinant. Oh, on est des humains ou pas? Si on est des humains, on se traite tous de la même manière. Chaque vie humaine, elle est précieuse, infiniment précieuse. Musulmans, chrétiens, juifs, athées, bouddhistes, un bébé qui sort, il est précieux. On est prêt à tuer pour qu'il survive, à tuer un ours, un lion, à rentrer dans le feu, le sauver. Tous égaux. Mais là, non, là, on est dans un truc, c'est sale. Et quand on voit Boualem Sansal, qui est présenté comme un grand démocrate, il a fait sa carrière dans l'administration corrompue de Bouteflika. C'est quoi l'histoire, là? Ça y est, il s'est racheté une virginité. C'est devenu un grand... C'est le Che Guevara de l'humanisme. Mais c'est une blague. Le mec, c'était... Il a été invité, d'ailleurs, il a expliqué, comme il a été invité au World Economic Forum par le responsable africain du World Economic Forum. Il se retrouve là-bas. Il voulait faire quoi, les Chouab et compagnie? Il voulait faire rencontrer le ministre des Affaires étrangères algérien avec une délégation israélienne. Et ils l'ont utilisé, lui, comme intermédiaire. Il est allé poser la question au ministre. Tout ça, c'est filmé, hein, c'est lui qui le dit. C'est Boualem Sansal qui le dit. Bon. Et le ministre lui dit, hors de question, ça va pas, qu'est-ce que tu racontes? Non. Et il va le rencontrer quand même en cachette. Si ça, c'est pas de la haute trahison, imaginez, je sais pas, en France, quelqu'un de cette stature, de cette importance, dans une délégation avec le Quai d'Orsay, qui va rencontrer, je sais pas moi, le Hezbollah ou des trucs, des organisations classées terroristes, classées que la France ne reconnaît pas, pour dire quoi, pour négocier quoi. Donc à un moment donné, tu te dis, oui, peut-être qu'il a accepté d'être un espion du Mossad dans l'administration algérienne. Enfin, il faut être sérieux, là, on est dans des affaires d'État. Soit on est conscient de comment le monde fonctionne, soit il ne faut pas parler de politique. Il faut aller faire bronzette à la plage et ne pas s'occuper des affaires du monde. OK ? Voilà. Donc, c'est survendu tout ça, c'est survendu. Boualem Sansal est survendu. Il n'existe pas en Algérie. Vous ne croyez pas qu'il est le bouc émissaire, pardon, parce qu'on voit bien que les rapports entre l'Algérie et la France sont quand même très tendus là depuis quelques mois, et on a l'impression que cette situation phagocyte toutes les haines concernant aussi la repentance qui est tout le temps réclamée à la France. Complètement, mais ça a toujours été comme donc, ça. Et pourquoi ça devrait changer? Vous ne pensez pas qu'il est une victime collatérale de toute cette situation diplomatique tendue? Moi, ce qui m'épate, c'est qu'il soit re-rentré en Algérie. Déjà ça lui donne... qu'il a fait une erreur, c'est ça? Ah, mais c'est d'une... Qu'il a été naïf, c'est ça? Non, c'est pas de la naïveté, c'est de l'arrogance. Le type, il se croyait tellement puissant, soutenu par les puissants, qu'il s'est dit, il m'arrivera jamais. C'est pas de la naïveté. Il a vécu en Algérie toute sa vie. Ils n'oseront pas me chercher. Exactement, voilà, exactement. Avec son copain Driancourt. À quoi il joue Driancourt, d'ailleurs, au passage? Rappelez-vous l'ex-ambassadeur de France à Alger. Il n'a pas une obligation de retenue. Et à quoi il joue, là? Franchement, j'ai pas trop compris à quoi il jouait, lui. Parce que là, il est en train de piétiner toutes les règles de déontologie de la diplomatie, là. Donc, avec, Driancourt, toute la clique, etc. Donc là-dessus, vous êtes à peu près sur la même, on va dire, ligne que Karim Zeribi, par exemple, que j'ai reçu récemment, qui manquait pas, lui non plus, d'arguments quand même assez sévères à l'égard de Boualem Sansal. En tout cas, il y a une sorte de, quand même, on va dire, de portée en ce moment de solidarité où on a l'impression quand même qu'il est victime d'un acharnement, quoi. En fait, il faut bien écouter ce qu'a dit Boualem Sansal. Vous pensez qu'il peut y avoir une grâce présidentielle du président algérien? Non. Franchement, non. Ah, vous ne croyez pas? Non, je pense pas. Et la France, donc vous n'êtes pas pour que la France intervienne dans cette histoire? Elle ne peut pas intervenir, c'est pas possible. L'Algérie est un pays souverain. Non, mais il est français, pardon. Il est français, Boualem Sansal aussi. Oh, ouais, ben non. Il a la double nationalité. Non.
Non. Pardon. En Algérie, Salim. Boualem Sansal est algérien. En France, Salim Laibi est français. Si demain je fais une grosse bêtise, je me prends 20 ans, il n'y a aucun consul qui va venir faire le porte-à-porte chez qui que ce soit. C'est un criminel, il a tué, violé, braqué une banque, 20 ans de prison, point. Ok, c'est quoi cette histoire? Ça n'existe pas. Il y a des règles quand même, il y a un droit. Hein. Je sais que maintenant, plus personne ne veut respecter le droit, et même Retailleau l'assume, hein, l'état de droit, tout le monde commence à trouver ça très... c'est de l'ingérence, quoi. C'est de l'ingérence totale. Mais ça n'a aucun sens de dire ça. C'est un de nos ressortissants, pardon, mais comme il est aussi franco-algérien... Non, s'il était français. français. Il est anormal que la France vienne. S'il était français. Mais c'est très intéressant, cher Eric, ce que vous me dites là. C'est très intéressant parce qu'il y a 2 dizaines de Français purs, que Français, qui sont un peu partout dans le monde, dans des prisons, en Indonésie, en Iran. Et personne n'en parle, ça. C'est très curieux. C'est pas des écrivains, c'est ça? Ou peut-être qu'ils n'ont pas fait beaucoup de conférences avec le CRIF. Je ne sais pas. Je me pose des questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement bouge quand il y a un certain type de profil. Vous voyez, il y a un réseau derrière, les sionistes, le réseau politique de... Voilà. Mais sinon, quand tu t'appelles Patrick Dupont, que tu as fait du tourisme et qu'on t'a pris pour un espion et que tu te retrouves en tôle, comme Paris et Colère à Téhéran... bon, je ne connais pas leur affaire dans le détail, mais eux, personne n'en parle. C'est très, très, très curieux tout ça. Alors que lui, on en fait des tonnes. Alors moi, je me pose des questions. Je me dis, celui qui instrumentalise cette affaire, c'est le milieu de l'extrême droite sioniste parisienne et personne d'autre. C'est eux qui en font des tonnes. Parce que moi, je suis persuadé qu'un De Villepin, il aurait réglé le problème. Coup de fil. Ah, behind the curtain, derrière les rideaux, dans les salons cossus des hôtels parisiens de luxe, on invite un tel, allez, on va se prendre un petit kawa, bim, bam. Alors qu'est-ce qu'on fait là? On peut pas, ça ne peut pas durer longtemps, c'est pas sérieux. Allez, qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce que tu me donnes? Tiens, donne-moi lui, qu'est-ce qu'il te faut? Moi, je veux ça. Et on échange, et puis c'est tout. Ça, c'était la grande diplomatie la diplomatie des années 70, 80, 90. Maintenant, on a des... Enfin, il suffit de voir Jean-Noël Barrot, ce n'est pas sérieux. Tu as 2 gendarmes qui se font molester, qui se font humilier à Jérusalem-Est. Il a presque chialé. Il avait la larme à l'œil, il ne savait pas quoi dire. Bon, c'est pas avec des gens comme ça qu'on va pouvoir négocier ce type de... C'est fin, l'Algérie, les histoires franco-algériennes. Il faut du bagage, il faut de la finesse. Je ne parle même pas de la Chine, de la Russie. Chacun son style. Il faut connaître tout ça. Il faut s'appuyer sur le réseau diplomatique français que Macron a détricoté. Donc il y a Jean-Noël Barrot qui arrive. Ah, je sais tout, je vais faire ce que... Vous allez voir ce que vous allez voir. Non, tu ne vas rien faire. On va voir que tu ne vas rien faire. Tu n'es pas compétent. Tu ne sais pas comment ça fonctionne. Tu ne sais pas comment ces gens fonctionnent. Il y a des gens, il faut les voir 20 fois pour prendre une décision. Il y en a en 2 fois. Les Américains, c'est en 2 fois. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que l'Algérie est une dictature? Ça dépend qui dit ça. Ça dépend qui dit ça. Bon, c'est pas que je vais botter en touche. C'est pas une dictature pour vous? Moi, je pense que la France est une dictature beaucoup plus violente. Beaucoup plus violente. Ah, clairement. En Algérie, il n'y a pas de limitation de paiement à 300 €. En Algérie, il n'y a pas eu tout le délire covidiste. En Algérie, il n'y a pas tout ce contrôle du fisc, des caméras de partout, des amendes de partout, ce flicage, cette combinaison qu'ils veulent faire, le croisement des fichiers, etc. L'ambiance électrique, intellectuelle, on ne peut plus rien dire, rien. C'est unique d'ailleurs, c'est unique en Europe. En Belgique, il y a un sioniste qui a dit des conneries monumentales, il a été viré. En France, on a des appels au génocide sur les plateaux télé et ça passe crème. C'est du jamais vu. Et on ne peut rien dire dans ce pays. Dans ce pays, il y a quelque chose qui cloche, vraiment. On est surveillé, traqué, avec des taux d'imposition fous, dingues, complètement cinglés. Ton père, il meurt, tu n'as même pas
possibilité de récupérer sa maison, il faut donner la moitié à l'État, on ne sait même pas pourquoi, les droits de succession. Ça n'existe pas d'ailleurs, ça en Algérie, pas qu'en Algérie, au Portugal ça n'existe pas, il y a quelques pays. Mais voilà, donc il y a plein de trucs comme ça. En fait, moi j'ai arrêté d'être, pour répondre vraiment à cette question, j'ai arrêté d'être, c'est un Irakiste qui parle, hein. J'étais un organisateur du Hirak à Marseille. Dis-nous ce que c'est. C'est le mouvement populaire de 2018, 2019, 2020 qui s'est arrêté avec la crise Covid. Et donc, avait pour but de faire tomber Bouteflika. On a réussi d'ailleurs, il est tombé. Après, il y a eu le changement avec les élections et notamment l'actuel président Abdelmadjid Tebboune. Donc, vous êtes proche de lui? Hein? Vous connaissez l'entourage du président? Ah non, pas du tout, pas du tout. Ah non, non, pas du tout. Alors, franchement, je le dis, vraiment, c'est le plus, comment dire, normalement du monde, je ne m'intéresse quasiment pas... Faites attention à ce que vous dites. Ah, pas du tout, je m'intéresse pratiquement pas à la politique algérienne. Vraiment. Non, parce que si vous y intéressiez, ça pourrait peut-être vous arriver ce qui est arrivé à Boualem Sansal quand vous retournez en Algérie. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Mais bon, j'assume ce que je dis. Et moi, une chose est certaine, c'est que j'ai pas fricoté avec une nation étrangère coupable de génocide. Je pense que ça, que les choses sont claires. La planète entière l'a vu, clairement. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est un truc très simple. Parler d'Israël, j'ai 50 ans parler demain. d'Israël, c'est ça? Oui, oui, oui. J'ai 50 ans demain. J'ai compris un truc. La démocratie, ça n'existe pas. Même pas en Suisse. C'est clair. Et je connais très, très, très bien le système suisse. Très bien. Grâce à une amie qui s'est présentée plusieurs fois, Chloé Framry, qui s'est présentée plusieurs fois là-bas et qui nous a expliqué, j'ai fait une conférence il y a quelques mois avec elle, où qui expliquait parfaitement comment ça fonctionne. La démocratie, ça n'existe pas. La liberté d'expression, ça n'existe pas. OK ? Donc à partir de là, on relativise beaucoup de choses et je refuse les leçons de morale, etc. Voilà, je crois que les choses... en fait, en France, qui est un très 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 beau pays, tout va bien quand on est sur les rails. D'accord ? Et tout le monde sait ce que je suis en train de dire, tout le monde est d'accord avec moi, dans son fort intérieur, même s'il ne peut pas le dire. Et dès qu'on sort des rails, on perd son job. OK ? On perd son job. Au Covid, on a un hôpital public en faillite, il manque des médecins, ils ont viré des médecins. Enfin, il faut le faire quand même, ça. C'est un concept, ça. Hein. Il va falloir l'expliquer un jour dans les universités. On manque de médecins, les gens crèvent. Aujourd'hui, Christian Prudhomme a expliqué qu'il y a à peu près entre 1500 et 2000 morts chaque année dans les services d'urgence défaillants parce qu'il manque des bras. OK ? C'est un bombardement. Il n'y a pas eu autant avec le bombardement de l'Iran. Donc, de morts en Israël. Donc, c'est énorme, 1500 morts. C'est très grave. Et parce qu'il manque des soignants. On le sait qu'il manque des soignants. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont dit, tu veux pas te vacciner ? Au chômage, tu travailles plus. Ils se sont tirés une balle dans le pied, en fait. Et c'est ça la France d'aujourd'hui. C'est ça la France d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des Français qui sont fait contrôler à Ismaïlia, c'est la dernière enquête de Blast, à Ismaïlia, dans un checkpoint en Égypte, pour aller pour la marche de Gaza. Ils sont fichés S. Les Égyptiens ont envoyé les passeports, ils leur ont confisqué leurs passeports de manière totalement illégale. Ils les ont envoyés à Paris. Ils sont fichés S pour avoir voulu participer à une marche pour casser un blocus illégal, criminel et génocidaire. Donc, de quoi on parle en fait ? C'est quoi, elle est où cette démocratie ? Je la cherche, moi. Je ne l'ai toujours pas trouvée. Les élections, peut-être ? J'ai participé à des élections. D'ailleurs, Karim Seribi, il est au courant puisque j'étais face à lui à la 7e circonscription de Marseille il y a une quinzaine d'années. C'est une blague. C'est une blague. Il n'y a pas d'élection dans ce pays. Ça n'existe pas. Les dés sont pipés, tout est trafiqué, c'est tous des francs-macs, ils ont tous une caisse noire du parti, alors c'est limité à 75 000 € l'élection à la députation. Vous n'êtes pas franc-maçon ? Non.
Je suis musulman, je ne peux pas. C'est impossible. Comme un chrétien, on ne peut pas avoir une double allégeance. C'est pas possible. Il n'y a pas de musulmans francs-maçons? Non. Doctrinalement, c'est pas possible. Il y en a, bien sûr qu'il y en a. Mais doctrinalement, non. Puisqu'on ne peut pas avoir de double allégeance. On ne peut pas faire allégeance. On ne peut pas être pour l'Algérie et pour la France. Ah si. Ah. Ah si. Ah si. Ah. Ah, mais complètement. Moi, pour moi, c'est mon cas. Donc, c'est mon cas. C'est une double allégeance. Non, c'est pas une double allégeance. Je parle de Dieu. C'est une soumission à Dieu. Pour Dieu, on se prosterne. La France, c'est un pays, c'est pas Dieu. L'Algérie, c'est juste un pays, c'est une terre. C'est pas Dieu. Dieu passe avant tout. Dieu passe avant tout. Tout ce qui est physique. Dieu passe avant tout ce qui est créé. Dieu est incréé. C'est l'au-delà, c'est autre chose. C'est la spiritualité. C'est pour ça qu'on. Bon. Et non, il y a aucune. Moi, pour moi, j'aime autant la France que l'Algérie, même si je suis plus, je pense que j'en ai déjà parlé la dernière fois, si je suis plus attaché à l'Algérie qu'à la France par rapport à ma naissance et par rapport à, parce que c'est mon enfance, c'est mes odeurs, mes couleurs, c'est mes vous avez l'honnêteté au moins, voilà, on ne peut pas vous reprocher l'honnêteté de ce que vous dites, c'est que vous vous sentez plus algérien que français. Ah ben obligatoirement, je suis né là-bas. Toute ma famille vit là-bas. Pourquoi vous vivez en France alors? Pardon, je me permets, mais ça n'a pas de connotation agressive. Ah, pourquoi je vis en France? Pourquoi vous ne préférez pas rester en Algérie dans ce cas-là? D'abord parce que c'est le destin. Peut-être parce qu'on a peut-être quelques avantages par ailleurs. Non, c'est pas... Oui, bien sûr, je suis venu ici. Mais bien sûr, je suis venu ici étudier. Moi, mon père est médecin. Il a fait médecine. Pour ça, je me dis, après tout, pourquoi, vu les connaissances que vous avez, vous pourriez remettre au service donc, de l'Algérie vos compétences, votre savoir? C'est ce dommage. C'est ce qui va peut-être arriver dans un futur plus ou moins proche. Je ne sais pas, c'est le destin. En fait, on ne contrôle pas sa destinée, franchement. On ne contrôle pas sa destinée, c'est comme ça. Mon père a étudié à la Timone. Il a fait quelques diplômes à la Timone dans les fins des années 80. Et quand j'ai fini mon bac, il voulait que j'étudie en France la médecine, tout ça. Et je me suis retrouvé, moi j'ai rien demandé en fait. Pardon de vous dire ça, je vous interromps là-dessus, parce que est-ce que vous comprenez quand même, et là je me fais un petit peu l'avocat du diable par rapport à notre échange, que des gens qui vous écoutent, et ils sont nombreux, puissent être choqués que de plus en plus de personnes, j'ai envie de dire, critiquent la France, ou à défaut disent qu'ils se sentent plus d'une autre nationalité, que ce soit l'Algérie ou d'autres, et finalement restent toujours dans le pays qu'ils critiquent, quoi. C'est un peu surprenant, non? Ben, pas tout à fait, parce que je critique aussi l'Algérie. Ouais. Je critique énormément l'Algérie. Je sortais tous les dimanches. Comment? C'est peut-être plus facile de critiquer l'Algérie depuis la France que depuis l'Algérie. Quand on voit justement ce qui arrive à Boualem Sansal. Il y a eu 20 millions. Ouais. Boualem Sansal, il n'a pas critiqué l'Algérie, il a trahi l'Algérie. Boualem Sansal, il a dit des âneries historiques. Même l'historien, Benjamin Stora l'a dit. C'est ridicule. La première révolution, la première résistance organisée en Algérie, elle s'est faite à l'ouest, c'est l'émir Abdelkader à Mascara. Il a tenu tête contre l'armée la plus puissante au monde de l'époque, la France, pendant 17 ans, de 1830 à 47. Il s'est retrouvé d'ailleurs à Amboise après, en prison pendant 5 ans. Donc, faut arrêter de dire n'importe quoi. Boualem Sansal a dit des bêtises. En plus, il est hyper insultant envers les musulmans, envers la religion musulmane. On se demande pourquoi, totalement gratuitement. En France, il veut la fermeture de toutes les mosquées. Alors, vous pouvez m'expliquer ça? C'est ce concept, juste ce concept. Boualem Sansal, il est pour la fermeture des mosquées en France. Est-ce que on peut dire des trucs comme ça maintenant sur Terre, sans rougir de honte? Comment? On ne peut pas laisser les gens maintenant faire leur culte normal, aller à la mosquée, à l'église, à la synagogue? C'est quoi? En quoi ça le dérange l'ouverture d'une mosquée? On ne peut pas. Comment on peut dire un truc comme ça? Je n'ai pas compris. Au même moment en Algérie, le responsable, comment on appelle ça, son titre, de Notre-Dame d'Afrique, de la grande cathédrale Notre-Dame d'Afrique, il a été naturalisé algérien. L'Algérie a financé la rénovation de la cathédrale. Les rapports sont hyper chaleureux. Je ne comprends pas. J'ai pas compris en fait. Pourquoi un matin, on se lève et on dit des âneries pareilles? Quel est l'intérêt de dire ça, à part servir un maître?
à part être la poupée de quelqu'un, à part être la danseuse de quelqu'un qui danse sur une partition, en fait. Et c'est le cas de Boualem Sansal. Mais au-delà de ne pas être d'accord, vous ne pensez pas que c'est quand même malgré tout la grandeur de la France et ce qui fait l'honneur de la France d'essayer de, voilà, dans des situations comme celle-là, de venir à la défense de quelqu'un comme Boualem Sansal? Non. Pour vous, ah non, la France devrait pas la grandeur de la France, il y a une constitution, les citoyens sont égaux, elle doit s'occuper de tout le monde. D'accord ? Elle doit s'occuper d'abord des 10 millions de pauvres qui crèvent la dalle, elle doit s'occuper des 50 000 étudiants qui se prostituent pour se nourrir, elle doit s'occuper de la pédocriminalité, des 200 000 enfants de l'ASE qui sont violés, etc. Il y a beaucoup de choses à faire en France avant de faire les marioles sur une histoire comme ça qui doit se régler en silence dans les... Vous voyez ce que je veux dire ? Au contraire, le brouhaha autour de cette histoire a peut-être aggravé encore plus le cas de Sansal, a peut-être énervé encore plus la justice algérienne. Il suffit de lire les articles. Tous les diplomates le disent. Tous ceux qui connaissent le dossier le disent. Arrêtez. Que ça n'a pas servi Boualem Sansal. Vous savez, je vais vous dire ce que je pense. Que les gens qui soutiennent lui ne l'ont pas au final tant que ça servi. En allant sur tous les médias, il lui creuse sa tombe. Critiquer. Il lui creuse sa tombe. Tous les marioles qui ont fait les plateaux télé à Paris, ils sont à Paris. D'accord ? Lui, il est en tôle en Algérie. Ils l'ont lancé devant, il est tombé dans le piège. Qui c'est qui est en tôle ? C'est lui. Surtout que ce n'est pas une partie de plaisir, l'Algérie, la prison algérienne. Hein, non, la prison algérienne. Bon, lui, il est très souvent à l'hôpital, d'après ce que j'ai cru comprendre, à Alger. Donc, il se fait soigner. Donc, je pense qu'il a des conditions très largement supérieures à la majorité. Parce que la prison en Algérie, c'est très difficile. Le système carcéral, il est très sévère, très difficile. D'ailleurs, quand on dit 5 ans pour Boualem Sansal, je trouve que c'est très peu. Parce qu'il faut savoir qu'un vol à l'arraché d'un téléphone portable en Algérie, c'est 5 ans. Et c'est 5 ans ferme. Il n'y a pas 2 ans de sursis ou de remise de... 5 ans ferme. Aujourd'hui, en Algérie, le port d'une arme blanche, un couteau, c'est 20 ans. Ferme. Tirer au mortier sur un flic algérien, ce ne serait pas 500 € d'amende et 3 mois de prison avec sursis? Je pense que ça sera considéré comme du terrorisme. Là, ça part sur du 20 ans minimum. Bon, au mortier, mais ça ne va pas. C'est inconcevable. Ça n'existe pas en Algérie, le tirer au mortier sur la police. Toutes les manifs ou les soulèvements qu'il y a eu après, les soulèvements, si je puis dire, les fêtes de victoire du PSG, tout ça en Algérie, ça aurait été réprimé de la manière la plus sévère. C'est ça que vous dites ? Je pense que si. Ça, il y a eu des boulettes comme ça dans des gros matchs, parce que le foot en Algérie, c'est une sacrée affaire. Hein, le Mouloudia, le truc, tout ça. Et il y a des petits trucs. Mais c'est pas contre la police. En France, il y a un problème. Hein. Sincèrement, il y a un problème. C'est vrai, ça, quand on y réfléchit un peu. Il y a un problème en France entre le peuple et la police. Vraiment. Hein. Et je pense que c'est en train de s'aggraver de plus en plus. On a l'impression... Moi, j'en veux beaucoup à la police, pas à tous, parce que sans eux, je pense qu'on a besoin d'eux. C'est des gens qui sont très importants dans la vie en société. Mais pour moi, certains syndicats de droite, d'extrême droite de la police, sont le bras armé du macronisme et du système. Sans eux, le système se serait effondré. Et à cause d'eux, pour des petits intérêts de syndicalistes à 2 balles, ils ont maintenu en tête des gens totalement corrompus, des traîtres, pendant 2 quinquennats. C'est délirant. Voilà, c'est délirant. Surtout l'arrivée de Macron. Avant, ça va encore, ça tenait. Même avec Sarko, il y avait encore de la tenue. Un peu. Là, depuis Macron, c'est open bar. Ça a commencé très vite avec le scandale Benalla. Après, ça a enchaîné les scandales. Tout le monde a vu que ça n'allait pas. Tout le monde a vu que c'était une escroquerie. Et la police et en commençant par l'ex-préfet de Paris, l'Allemand, a préféré arracher des têtes, des yeux, des mâchoires, des mains et des pieds. Pendant les Gilets jaunes. Parce qu'il savait, Macron était prêt à prendre son hélicoptère, il avait peur. Il savait qu'en fait, il pouvait... D'ailleurs, depuis, ils ont bazardé des dizaines de millions d'euros en sondage pour connaître l'ambiance du peuple par rapport au pouvoir. Maintenant, je pense que le pouvoir en France, il n'a plus aucune légitimité. Tout le monde se moque du pouvoir, avec l'affaire Brigitte, etc. Même si c'est pas, personnellement, je m'en fous, que ce soit un homme ou une femme.
toute façon, on ne le saura jamais. Mais il y a quelque chose de très important dans cette histoire, c'est que maintenant tout le monde se moque du couple présidentiel. Et quand le peuple se moque, le prestige du pouvoir s'effondre, et donc la chute est proche. La chute est très, très proche. Et ils le savent, ils le savent. Donc la police, pour moi, je leur en veux beaucoup. Vraiment, je leur en veux beaucoup, parce que c'est eux qui ont... Ils auraient pu dire non. Il y en a qui ont dit non. L'ex-préfet lors des événements aux Champs-Élysées, à la place de l'Étoile, lui, il ne voulait pas. Il ne voulait pas, il a dit non. Ça reste le peuple. Je préfère qu'il casse 3 boutiques. Ça se reconstruit une boutique, mais il faut négocier avec eux. C'est le peuple. Oh, c'est le peuple. On ne tire pas sur les nôtres. Eh ben non, ils ont tiré, mais sans pitié. Moi, j'étais gilet jaune. Pareil, j'ai fait des dizaines et des dizaines de marches que j'ai filmées en direct. J'ai des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de témoins. On a vu, c'était n'importe quoi, surtout à Paris. C'était vraiment le pouvoir qui vacille et qui se dit « oulala ». Bon, ils ont réussi à diaboliser l'extrême droite, tout ça. Ils ont réussi à couper les immigrés, les maghrébins du mouvement, en disant que c'était l'extrême droite, alors que ça n'a rien à voir avec l'extrême droite, cette histoire de gilets jaunes. Absolument aucun rapport. Mais ils ont réussi un très joli coup, un sauvetage in extremis. Mais bon, c'est partie remise. Ça ne peut pas durer longtemps, tout ça. Hein. Alors, Saïm, on parle un instant quand même de l'Algérie, parce que le souci, c'est qu'il n'y a pas que Boualem Sansal. Il y a un journaliste de SoFoot qui s'appelle Christophe Glaise, qui a été condamné lui aussi à 7 ans de prison ferme, toujours en Algérie, pour apologie, je cite, du terrorisme et propagande. Il aurait échangé entre 2015 et 2017 avec une figure du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Il était sur place pour réaliser un reportage sur le club de foot. Condamner un journaliste, quand même, c'est pas très courant. C'est pas condamner un peu la liberté, quand même, non ? Je crois qu'hier ou avant-hier, il y avait une journaliste dans les locaux de la police en garde à vue pour essayer de lui extirper le nom de ses sources, en France. Là, il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 jours. Et je crois, j'ai le canard enchaîné dans mon cartable. Non, mais donc, moi aussi, ça m'est arrivé d'être convoqué par la police, même récemment, après avoir interviewé Étienne Chouard, d'ailleurs, sur le conflit entre Israël et la Palestine. Mais bon. C'est normal ? À ce jour, non, je m'en suis d'ailleurs étonné, j'étais très étonné de ça. C'est normal d'encombrer les bureaux de la police par un journaliste qui interviewe un intellectuel français doux comme un agneau. Okay, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi gentil qu'Étienne Chouard. C'est ce qu'il disait, pardon, non mais là, faut reconnaître, on peut avoir l'air doux comme un agneau et par ses propos être comme vous d'ailleurs, on peut tenir des propos qui peuvent choquer. Hein, vous voyez, là, je pense que là, ça va faire agir ce que vous avez dit ce soir. Alors, il n'y a pas de liberté d'expression. C'est ce que je disais. Non, mais elle n'est pas. Oui. Elle est géométrie variable. C'est le plus fort, c'est celui qui a le bâton qui décide de la liberté d'expression. Entre convoqué et condamné, il y a une petite marche quand même. Non, bien sûr. Il a été condamné à 7 ans. C'est pas forcément. Il était interviewé par le média, je me souviens. Non, c'est pas forcément ma tasse de thé, Christophe Glaise, mais je me dis. Mais c'est quoi ? Il a été condamné pourquoi ? Quand même. Il a été condamné risqué pour un Français de couvrir l'Algérie ou de s'intéresser à ce qui se passe en Algérie. Pourquoi il a été condamné ? Je vous ai dit là. Parce que c'est un signal contre la presse en Algérie, depuis 2 ans, il y a une nouvelle loi qui criminalise les gens du MAC et qui les considère comme une organisation terroriste. Donc, ils ont fait signer d'ailleurs à plein de maquistes comment on appelle ça, des documents de reconnaissance, d'appartenance et de renonciation à l'appartenance au MAC, pour qu'ils ne se retrouvent pas en prison. Il y en a beaucoup qui ont signé. Et tous ceux maintenant qui fricotent avec les maquistes sont considérés comme des terroristes. Quel est le pays au monde qui poursuit ses citoyens pour apologie de terrorisme le plus au monde ? Quel est le pays ? J'ai peur que vous me disiez... la Russie de Poutine et la France de Macron. C'est les 2 pays qui poursuivent leurs citoyens le plus au monde pour apologie de terrorisme à cause de Gaza et du Hamas. C'est-à-dire que quand on dit de la rivière à la mer, ou que le Hamas c'est un mouvement de résistance, ou il faut bien que la Palestine résiste, ou n'importe quoi, des histoires... Non mais là par exemple Jean-Noël Barrot, il a appelé Alger à la responsabilité et l'humanité quand même. Au-delà de ça, il y a peut-être des situations, que ce soit pour Boualem Sansal, pour Christophe Glaise, est-ce qu'il n'y a pas quand même un moment
Oui, des cas particuliers. Mais La France vend des armes à Israël. La France vend des armes à Tel Aviv pour tuer du Palestinien. Jean-Noël Barrot ne peut pas donner de leçons d'humanité à quiconque. C'est pas possible, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas possible, c'est pas logique. Vous trouvez que la France n'est pas, est pas bien placée pour... Non, mais il faut être sérieux, 30 secondes. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que Gaza, et on va y venir... Après, je suis pas pour, hein. Je suis pas pour, ça me paraît tellement absurde, cette histoire. Quand même, Christophe Attention, Glaise, 5 ans, Boualem Sansal. Ça me paraît... Waouh, ça me paraît moi, je vais en absurde. Algérie, moi, je vais faire gaffe, quoi. Enfin, je ne connais pas le dossier, là encore, de Christophe Glaise. Je ne connais pas le dossier. Je ne sais pas qui l'a rencontré, je ne sais pas ce qu'il a dit. Oui, attention, les services de renseignement algériens sont spectaculaires. Hein. Ils travaillent très, très, très bien. Hein. Attention. Maintenant, d'ailleurs... De manière indépendante, totalement. D'ailleurs, concernant la grâce de Sansal, s'il y avait une grâce prévue pour Sansal, il n'y aurait pas eu Glaise. Donc, moi, je vois que ça sent pas bon. Ça sent pas bon, ouais, ça sent pas bon. Donc, mais pour Glaise, ça me paraît excessif. Bon, j'espère que c'est que la première instance, on va voir en appel ce que ça va donner. Mais dans tous les cas, toutes ces affaires se gèrent en coulisses. Mais ça dit quoi quand même des rapports entre la France et l'Algérie? Parce que, bon, on le voit là depuis quelques mois, depuis l'arrivée aussi de... Enfin, on le voit avec Retailleau, les EQTF qui sont ramenés à la frontière, qui nous sont renvoyés. Ça dit quoi des rapports entre la France et l'Algérie? Ils sont compliqués, ces rapports, vous le savez, Salim. Ça n'empêche pas qu'en dépit de l'importante communauté... C'était pas comme ça il y a 20 ans. Alors comment vous ne serait-ce qu'il y a 15 ans, 10 ans, c'était pas comme ça. Comment vous expliquez? On a l'impression quand même qu'il y a une sorte de, je dirais pas de provocation de la part du pouvoir algérien à l'égard de la France, mais en tout cas, on a l'impression qu'il nous teste quand même, non? Moi, non, c'est... Il n'y a pas un sujet quand même avec les EQTF Pour moi, j'ai l'impression que c'est un match. C'est un match, parce que la France a commis des... Est-ce que la France doit encore continuellement présenter des excuses à l'Algérie pour... Non, on ne parle pas de ça. Non. Moi, je sais qu'il y a eu plusieurs ministres qui ont été mis à nu pour des fouilles, alors qu'ils avaient les trucs diplomatiques à Paris. Il y a eu plein de scandales comme ça. Ça fait des années que c'est comme ça. Les ministres quoi? Algériens? Algériens, oui. Il y a plein d'histoires comme ça. Moi, je suis désolé, on ne peut pas exclure ça du contexte régional, notamment avec la normalisation des rapports Maroc-Israël et cette diabolisation de l'Algérie, cette volonté de créer une guerre entre ces deux pays frères et voisins. Je sais pas, soit on fait un peu de géopolitique, un peu de politique interne française et géopolitique maghrébine, soit on continue à croire au Père Noël, à la liberté d'expression, free speech, First Amendment. Hein, on l'a vu, Trump, avec ses âneries de premier amendement, de la liberté d'expression. Et dès qu'il arrive au pouvoir, tu critiques sur tes réseaux sociaux Tel Aviv, tu n'as plus le droit d'aller aux États-Unis, tu n'as plus de droit de visa. C'est officiel, c'est dans les sites des ambassades américaines. C'est quand même extraordinaire. Trump demande aujourd'hui de mettre sur profil public tous les comptes sociaux, des réseaux sociaux, des gens qui veulent un visa aux États-Unis. Faut être fou. Moi, je suis en privé. C'est que j'ai pas envie d'être en public. J'ai ma vie privée. J'ai mes photos privées. Mais Trump, pour avoir le visa, il exige que ça soit rendu en profil public pour que ses agents de la commandanture étudient le profil, qu'il n'y ait aucun appel à un cessez-le-feu pour sauver les civils à Gaza. Voilà, c'est comme ça. Donc, il a demandé à ce que les poursuites à l'égard de Netanyahou pour corruption soient interrompues. Enfin. C'est pas scandaleux, ça. C'est de l'ingérence totale. C'est l'ingérence totale dans les affaires internes d'un pays qui attaque. On peut tout leur reprocher, les Israéliens, mais ils ont fait rentrer un président en prison pour avoir violé sa secrétaire. Ehud Olmert a fait de la prison parce que c'était un gros corrompu. Et là, Netanyahou, 3 affaires de corruption. C'est un corrompu, tout le monde le sait. Donc, on peut tout leur reprocher, sauf ça aux Israéliens. Et là, Trump s'en mêle. Donc déjà, elle est où la liberté d'expression dans tout ça? Je ne la vois pas. Je ne la croise pas.
Surtout moi, enfin, je suis censuré de partout, personne ne nous diffuse, on est diffamé. J'ai été diffamé de toutes les manières possibles et imaginables. J'ai soi-disant même été recherché par le FBI et la CIA parce que je suis un représentant officiel de QAnon France. Quand même, c'est Le Point qui a publié ça. Hein. Le Point d'Aziz Zemouri, bien sûr, le grand reporter très professionnel, hein, qui a quasiment... responsable je pense, de l'accident industriel le plus fou des 30 dernières années, l'affaire Corbière-Garrido. Bon, il a été condamné au mois de mars dernier, mars ou mai dernier. Bref. Donc, on est diffamé, insulté, on essaye de nous censurer, on nous interdit des salles pour des conférences, on ne vend pas nos livres à la FNAC. Donc, il ne faut pas me parler de liberté d'expression. Ou sinon, il ne faut pas prendre de haut comme ça d'autres pays comme l'Algérie. L'Algérie n'est pas parfaite. L'Algérie, c'est un pays avec un potentiel fou. Moi, je pense que les gens vont être extrêmement étonnés par ce que va devenir l'Algérie, parce que c'est en train de, comme d'ailleurs le reste du monde, comme l'Iran. Personne ne s'attendait à cette réaction de l'Iran, avec des missiles balistiques Mach 15, qui ont fait 11 milliards de dollars de dégâts en 12 jours. C'est pour ça que Trump leur a sauvé les miches, hein, en arrêtant la guerre. C'est à cause de ces destructions. Personne ne se rendait compte que l'Iran fabriquait 400 000 ingénieurs par an. C'est dingue. Quand on fabrique ce nombre d'ingénieurs, on est parmi le top 10 au monde, et on commence à concurrencer la Chine, les États-Unis, etc. Donc, et l'Algérie, c'est pareil, 45 millions d'habitants, il y a une dynamique folle, il va se passer des choses. Et ce qui serait bien, c'est qu'on calme un petit peu tout le monde et qu'on travaille tous en... Enfin, il y a 6 millions, 7 millions d'Algériens en France. Delegui, vous avez vu, il a été, même lui, alors si même Sébastien Delegui est lâché par sa famille politique, LFI s'est désolidarisé de propos tenus par Sébastien Delegui. C'était en Algérie, sur la télévision, je crois, publique algérienne. Qu'est-ce que vous pensez de cette petite anecdote? Mais enfin bon, c'est pas... voilà. En plus, il est de Marseille, comme vous. Oui, c'est le député de Massirco. C'était du courage politique, de la soumission, de la provocation vers la France. Sincèrement, j'ai vu 30 secondes. Moi, je pense rien de bien des politiques, des partis politiques. Je pense rien de bien de tous, hein, que ce soit de l'extrême gauche à l'extrême droite. Pour moi, c'est une perte de temps, une perte d'argent de malade. C'est des milliards d'argent public qui sont gaspillés en salaire, en organisation d'élections, bulletins, en trucs. C'est de la folie. J'ai déjà expliqué tout ça, notamment lorsqu'on a publié la note sur la suppression générale des partis politiques de Simone Veil. Et donc voilà, enfin, moi je tombe pas dans le piège de LFI qui supporte Gaza et qui après va faire une propagande LGBT aux climatistes criminels. C'est des climatistes, en plus c'est des hypocrites. On l'a vu Manon Aubry faire bisous avec Ursula von der Leyen et après ça vient se présenter comme... C'est insupportable, c'est insupportable. Donc vous avez bien conscience, enfin en tout cas, vous pointez là l'électoralisme de certains quand même, que ce soit même de Jean-Luc Mélenchon. Certains, on le voit avec Israël Gaza, à juste titre, qui peuvent être indignés de ce qui s'y passe, mais on a l'impression que la sincérité du discours, elle est parfois un petit peu... Mais c'est le principe du parti politique. Et vraiment, s'il y a quelque chose à faire d'utile dans vos vies, c'est de vous procurer la note sur la suppression générale des partis politiques. C'est d'ailleurs Étienne Chouard qui l'a publié gratuitement sur son site. Vous pouvez la télécharger, l'imprimer. C'est 12 pages A4. C'est pas cher payé pour comprendre la chose la plus importante de vos vies au quotidien. Les partis politiques. Okay ? Un parti politique, c'est une tumeur cancéreuse qui doit grossir, quels que soient les moyens. D'accord ? Le mensonge, l'arnaque, même quitte à mentir, hein, on est 30 000, on est 100 000, alors qu'ils sont 12 000. Ils font tout pour grossir, pour augmenter leur puissance, au détriment de l'autre. Bon, elle explique tout ça parfaitement bien, et je vous invite à le lire, vous allez comprendre à quel point c'est une perte de temps. Donc après, les gens, après ils nous disent, ils disent, oui, mais on fait comment alors ? J'en ai rien à cirer. Ça, c'est pas bon. On trouve une autre solution. Voilà, on trouve une autre solution. Mais ça, ce système-là
est mort. Il nous a détruits, ça a séparé pour mieux régner, ça a divisé la population. Alors maintenant, il y a la droite, la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche, le centre, centre droit, centre gauche. Vous vous situez où politiquement, vous, en France, pour le coup? Nulle part. Nulle part. Je suis pour la justice, pour la vérité. Je suis pour la France, pour les intérêts du peuple français. Hein, parce que la France, ça ne veut rien dire. Hein. La France, ça n'existe pas. Hein. Moi, je traite avec les humains, moi. C'est les humains qui comptent. C'est la vie des humains avec qui on vit. C'est eux, la France. C'est eux qui font la France. Il n'y a pas autre chose. Donc, et c'est ça qui compte. C'est ça, c'est les gens qu'on fréquente, c'est les gens avec qui on a des rapports, avec qui on a vécu des moments heureux, parfois malheureux, le moins possible. Mais je n'ai pas de parti politique, ça ne va pas. Mais par exemple, dans un cas comme celui que j'évoquais tout à l'heure, les OQTF qui sont, enfin les ressortissants algériens qui ne sont pas repris, vous êtes là du coup, prenez parti pour qui? C'est quoi votre position là-dessus? Vous dites gérer dans son droit et en même temps, voilà, c'est quand même compliqué. Écoutez, je ne sais pas si je voulais raconter ça. C'est point vraiment de crispation, c'est pour ça que je ne focalise pas là-dessus. Mais déjà, les OQTF, c'est un truc totalement instrumentalisé. Totalement instrumentalisé. Déjà, l'OQTF, on essaie de faire passer ça pour des criminels de recherchés par la CIA, les bidules. Un OQTF, c'est un jugement administratif, c'est rien. Ce n'est rien. Il y a plein d'OQTF qui ont été OQTF. Moi, j'ai un ami comme ça qui est devenu français, père de 3 gosses, dont 2, je crois, elles sont en médecine. Très, très bon ami à moi. Oui, il a reçu le papier, reconduite à la frontière, etc. Il est resté 2-3 ans sans papier. Il a continué ses études. Parce que des fois, les gens ils reçoivent des papiers de... Il y en a un, là, 5e année de médecine. Au QTF. Ils lui ont dit non, vous n'avez rien à faire en France, vous n'avez pas de projet de vie en France. 5e année de médecine. Il s'est approché des associations, il a été en justice, il a gagné. Donc au QTF, ça ne veut pas dire grand-chose. Maintenant qu'on me dise oui, les voyous, les criminels, là c'est autre chose. Là déjà c'est un autre sujet. Secondo, les OQTF, je suis allé une fois au consulat, et il y a longtemps, hein, il y a quelques années déjà. Et j'ai posé la question à quelqu'un là-bas, un salarié. Je dis, c'est quoi cette histoire d'OQTF? C'est vrai que vous les refusez? Écoutez-moi bien, il n'y avait aucune raison qu'il me mente. Hein. Il m'a dit, jamais de la vie. D'ailleurs, moi je lui dis, pourquoi vous refusez les OQTF? Je ne comprends pas, c'est quoi le but? Il me dit, jamais de la vie. Il me dit, dès qu'on nous ramène les papiers, on les... Il me dit, tu sais quoi? Il me dit, actuellement, il y a plein d'Algériens sans papiers qui viennent tout seuls pour rentrer au pays. Tout seuls pour rentrer au pays. Ils veulent refaire un laissez-passer consulaire, etc. Maintenant, la question qui se pose est la suivante. Est-ce que, parce que c'est ce que j'ai cru comprendre, hein, est-ce que la procédure, le protocole est respecté? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Parce que c'est un protocole très strict. Hein, le fameux laissez-passer consulaire. Il y a des allers-retours avec le consulat pour faire les papiers, etc. Et après, ils leur donnent le papier et ça part en avion ou en bateau. Et enfin, là, s'il est respecté et que c'est refusé à l'arrivée, non, maintenant, là, les coups de pression qu'il y a eu, là, ils s'amusent. Là, ils s'amusent. Tu veux jouer au camp? D'accord. Tiens, la monnaie de ta pièce, etc. Mais là, c'est un contexte qui n'est pas la norme. Quand est-ce qu'on a joué au con, nous? C'est pas un. Ouais, mais quand est-ce qu'on a joué au con, les Français, nous, enfin la France? La France a reconnu de manière unilatérale et totalement illégalement au niveau du droit international la marocanité du Sahara occidental. Donc c'est nous faire payer cette prise de position, Mois je suis d'août d'accord. dernier. Et c'était peut-être pas la chose la plus fine, je suis d'accord. Pourquoi il fait ça? Mais si l'Algérie avait fait la même chose avec la Corse, qui demande son indépendance et qui envoie de l'armée, parce qu'il y a une colonisation du Sahara occidental, qu'aurait fait la France? Non mais les amis, il faut arrêter avec cette arrogance du français blanc qui se croit supérieur aux maghrébins. Il faut arrêter ça, c'est fini. Ça c'était il y a 2 siècles, la colonisation. Vous aviez le fusil, on avait le sabre, vous avez gagné. C'est terminé ça. Maintenant on est à égalité, il faudra l'accepter un jour. On est égaux, on est 2 êtres humains égaux. On vaut par nos qualités, moins par nos défauts, chacun comme il est, on est égaux.
On est égaux à la fac, on est égaux partout. Vous pensez que c'était lié à une différence raciale, que c'était c'est du suprémacisme, supériorité. Mais ça, pour moi, c'est du suprémacisme. Il y a des gens encore qui se croient en 1830 à Sidi-Ferruche. Quand on renvoie un OQTF et qu'on veut le faire reprendre par son pays d'où il est d'origine, faut peut-être pas aller chercher trop loin non plus, Salim. Non, c'est pas ça. Je parle pas de ça. Ah bon, de manière non, mais dans l'attitude. Vous voulez dire. Je parle pas de ça. Je parle que quand on fait quelque chose à quelqu'un, notamment la reconnaissance du Maroc, à ma connaissance, les Marocains ne sont pas considérés comme blancs, comme vous voulez décrire les gens. Mais cette action-là, obligatoirement, elle aurait eu des conséquences. Cette prise de position sur le Sahara pour le Maroc, je ne parle pas de ça. Voilà. Je parle pas de ça. Ouais. Je vais... en fait, c'est comme ce qui se passe à Gaza, en fait. Ou plutôt en Iran. On y vient, voilà. Ouais. T'as l'entité sioniste qui bombarde tous les jours, normal. Dès qu'ils se prennent 3 missiles, ça chiale. Dit, mais c'était pas prévu ça dans le... tu veux jouer un match de boxe, tu vas te prendre des tartes. C'est la boxe. Chacun a le droit de donner des coups. Là, on a une réaction de l'État algérien face à un conflit qui dure depuis... belle lurette, d'ailleurs ça serait bien de le finir, et là aussi en négociation avec le droit international, l'ONU, etc., qu'on en finisse avec ces histoires qui durent depuis 1000 ans. C'est fatigant, à la base, déjà c'est fatigant, mais l'Algérie devait réagir. En fait, il y a des Français qui se disent... En fait, c'est ça il faut que vous m'expliquiez. Il y a des Français qui sont étonnés que l'Algérie réagisse. C'est une blague. C'est une blague, ça. Franchement, c'est une blague. Non, là, je peux comprendre votre étonnement, mais ça m'a un petit peu interpellé, ça m'interpelle et ça m'amuse un petit peu que vous ayez tout de suite déplacé ça sur le fait, le blanc, il faut que vous arrêtiez de penser que vous êtes supérieur aux Maghrébins. Mais pour moi, c'est ça. Et pourtant, je n'ai aucun... Vous avez ce sentiment... Pour moi, ce n'est que ça. Il n'y a que ça qui peut faire dire une ânerie pareille. Il n'y a que ça qui peut faire sortir un truc naturellement comme ça. Parce que normalement, on serait gêné de dire ça. Parce que ce n'est pas logique. Je l'ai frappé, l'autre, il va riposter. Comment il riposte? Diplomatiquement. Il a des outils. Tout le monde est au courant de ça. Ça dure depuis 1000 ans, les rapports entre nations. Bon, on ne découvre pas l'eau chaude. Il y a quelque chose de simple dans tout ça. Et c'est très grave. En plus, comme par hasard, Boualem Sansal, le genre de trublion qui vient, qui remet en cause les frontières, qui est soutenu par Paris, toute l'intelligentsia parisienne. Donc, excusez-moi, là, il y a quelque chose qui va dans la propagande, dans l'acte politique de reconnaissance. Ça va trop loin. Il y a la reconnaissance, il y a la normalisation des rapports entre Rabat et Tel Aviv. Ça, pour l'Algérie, c'est encore pire peut-être que le Sahara occidental. Et pour toutes les populations musulmanes, c'est une honte absolue, une trahison, mais monumentale. Il y a un peu trop de trucs là qui s'accumulent, qui font penser que ça chauffe. Ça chauffe. Et moi franchement, je suis extrêmement inquiet par tout ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent irakiser et syrianiser le Maghreb, avec des guerres totales entre voisins. Et il faut dire que les Américains sont très forts pour ça. Ils sont très très forts pour ça. Et moi, je serais inquiet. Et ça aussi, punaise, mais ça, c'est un truc... Mais par contre, excusez-moi, on dit qu'on a la droite la plus bête du monde, mais on a l'extrême droite la plus bête des plus bêtes de l'univers. Parce que là, ça parle des migrants, etc. etc. Vous parlez de qui en parlant de l'extrême droite? L'extrême droite, CNews, Bolloré. Qui font je parle même pas du RN. Je parle même pas du RN. Je parle de CNews, Bolloré. Voilà. Le sionisme d'extrême droite. C'est un mouvement politique, stérin, etc. Bon. Soyons clairs une seconde. Là, il y a les Israéliens qui sont en train de dire qu'on va vider Gaza de 1 500 000 et les Français doivent récupérer quelques dizaines de milliers. Si demain on déstabilise l'Algérie, vous croyez qu'il va se passer quoi? On a déstabilisé la Libye, on s'est retrouvé avec des centaines de milliers de migrants africains. On déstabilise l'Algérie, on va se retrouver avec des dizaines de millions d'Africains, Maghrébins, Algériens en France. Donc comment c'est possible de soutenir un tel projet? Je ne comprends pas.
Et ça, c'est du suprémacisme, c'est de l'islamophobie, c'est un suprémacisme racial. Ces gens ont tellement un problème de haine là-dedans qu'ils ne se rendent même pas compte des conséquences de leurs actes. À un an près, hein. Mais Salim, vous ne pensez pas que de l'autre côté, il y en a du racisme anti-blanc? Je n'avais pas envie d'aller forcément sur ce terrain-là, mais vous ne pensez pas qu'il y en a de l'autre côté du, pas suprémacisme, en tout cas de la haine anti-blanc, entre guillemets? Il y a du racisme dans toutes les... Vous le reconnaissez, tiens, le racisme anti-blanc, vous? Je ne reconnais pas le racisme anti-blanc en tant que racisme. Je reconnais le... Enfin, c'est compliqué, c'est pas compliqué, je m'explique. Le racisme, moi, quelqu'un qui ne m'aime pas, j'en ai rien à cirer. J'en ai rien à cirer. Quelqu'un qui ne m'aime pas. Non, mais si vous commencez à avoir du racisme partout, on peut vous opposer dans l'autre sens aussi, que ça existe aussi. Pour moi, le racisme, il devient problématique quand il m'empêche d'accéder au travail, à un appartement, à des études. C'est ça pour moi le racisme. Le racisme, c'est un système qui exclut l'autre, voire même s'asseoir dans le bus, se mettre derrière. On connaît l'histoire aux États-Unis. C'est ça le racisme. Le racisme, c'est quelque chose qui va m'empêcher, si le type ne m'aime pas parce que je suis algérien, parce que je suis kabyle, parce que je suis musulman. Franchement, ça me touche pas. C'est pas possible. Donc, on n'a jamais vu, quand même, dans une agence de location, interdit aux blancs, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a dans des dossiers de location, ils écrivaient BBR. C'est-à-dire, je veux pas de noirs, je veux pas d'arabes, je veux des Français de souche. Donc, c'est ça, pour moi, le racisme. En dehors de ça, qu'il y ait des Arabes racistes, des Algériens racistes, bien sûr qu'il y en a. Ils sont racistes entre eux. C'est clanique, l'Algérie. Vous n'avez pas vu cette influenceuse, mais je crois que c'est curieux parce que je crois que quand je vous avais reçu déjà il y a quelques années maintenant, il y avait eu une affaire similaire, je crois que c'était dans un magasin de chaussures où il y avait une sorte de fatwa. Et là, c'est une jeune qui a été acheter un sandwich, qui voulait un sandwich halal. On lui a donné un sandwich au poulet alors qu'elle avait demandé un sandwich au thon. Elle a mis une sorte de fatwa digitale sur cette boulangerie artisanale dans je ne sais plus quelle ville. Et je trouvais ça, enfin, ça m'avait vraiment beaucoup choqué. Et vous aviez été, à l'époque, je me souviens aussi, vous aviez condamné cette utilisation des réseaux maintenant pour... C'est une catastrophe, les réseaux sociaux, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Vous l'avez vu cette séquence de cette jeune fille là qui a traité ses cassos, qui a traité de tous les noms? Non, je me rappelle de magasin de vente de chaussures. Oui, elle était voilée, pas voilée, elle était revenue. Je me souviens plutôt de cette histoire. Mais bon, en fait, pour moi, c'est ça le racisme. Le racisme, c'est le racisme, c'est quoi? C'est de se croire supérieur à l'autre dans ses capacités intellectuelles, dans sa vision du monde. Vous voyez, le racisme, c'est quoi? C'est le B-52 qui rase un pays parce que c'est la démocratie. Je t'amène la démocratie. Toi, tu ne sais pas comment gérer tes affaires. Moi, je sais, je t'amène la démocratie. C'est ça, le suprémacisme. Et c'est ce que fait l'Occident depuis longtemps, depuis maintenant des décennies. C'est ce que fait l'Occident. Là, interdire à l'Iran d'avoir la bombe nucléaire, c'est quoi? C'est du suprémacisme. Qui tu es pour interdire? Qui? Je ne comprends pas. Je ne suis pas iranien, je ne suis pas chiite, loin de là. Mais qui Alors c'était Jean-Marie Le Pen qui disait, en effet, un petit peu ce que vous dites à l'époque. On a retrouvé une séquence où il disait finalement que l'Iran était... ça n'a aucun sens. D'ailleurs, le Pakistan l'a fait. Donc, et les Iraniens ont les capacités de le faire. C'est fou parce Khomeini avait signé une fatwa interdisant la recherche nucléaire. Parce que pour lui, c'est une arme qui n'est pas morale. L'arme nucléaire, c'est trop de destruction. Le premier qui s'en sert, c'est la fin de l'humanité, quoi. Exactement. Mais là, on nous explique, on nous le répète, que les Iraniens n'ont pas le droit. De quel droit Jean-Noël Barrot franchement, je pense que c'est la meilleure réponse à cette question sur le racisme et le suprémacisme. De quel droit l'Occident peut s'autoriser d'envoyer l'AIEA, blabla, tout ça, pour pas que l'Iran ait la bombe atomique, parce qu'il serait une menace pour le monde, alors que les bases américaines, elles sont partout, que c'est les États-Unis qui bombardent tout le monde, que c'est les États-Unis qui pillent les richesses de tout le monde. Enfin, je ne comprends pas. À un moment donné, c'est le nez au milieu du visage, c'est le nez de clown. C'est tout rouge au milieu du visage et on cherche. Il n'y a rien à chercher, c'est là. Enfin, mais c'est hyper violent, en fait.
C'est très violent. Il suffit de se mettre à la place de l'autre, hein. D'ailleurs, au passage, maintenant tout le monde a compris que l'Iran avait des capacités de nuisance folles, le discours va changer. Pourquoi ? Parce que ces démocrates qui se disent des grands intellectuels, des gens lettrés, ils ont peur que du bâton en fait. C'est des gens totalement, c'est des sauvages, c'est des barbares. C'est juste le bâton. Si le mec il tape plus fort, c'est bon, je peux parler avec toi. S'il ne peut pas taper, c'est moi qui tape plus fort. Le droit international, on l'a piétiné. La morale, on l'a piétiné. On a tout piétiné. Franchement, je ne sais pas. Y a ça me paraît tellement évident que ça m'impressionne que les gens ne puissent pas le comprendre. Alors, Saïm Labi, on en vient, et ce sera la dernière partie de l'émission, à parler justement de cette guerre qui n'en finit pas non plus. Israël face à, on va dire, au Hamas, enfin, ce qui se passe à Gaza, riposte ou massacre, voilà comme on pourrait intituler cette partie. D'abord, comment est-ce que vous définissez, vous, la politique d'Israël à Gaza ? C'est vraiment, vous maintenez les mots, génocide. Il n'y a pas de politique, c'est du messianisme. Le mec, il est... Je me souviens que lorsqu'on vous avait reçu, pardon de vous interrompre, vous m'aviez dit d'ailleurs quelque chose de choquant qui était passé relativement inaperçu, mais finalement, force est de constater que finalement, dans votre vision pessimiste, vous n'aviez pas forcément tort. Vous pensiez qu'un jour, Tel Aviv serait rasé de la carte. Vous m'aviez dit ça, je crois. La mémoire. Tout Israël va disparaître, on l'a vu. Ils se sont pris quelques missiles, ils ont tous pris des bateaux de pêcheurs pour aller à Chypre, parce qu'ils ne sont pas chez eux, ils le savent très bien. Vous croyez qu'Israël va disparaître de la carte ? Ben oui. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le sort des Juifs. Les bons Juifs, les passionnistes, quoi. Vous ne mettez pas tout le monde dans le même sac, quand même. Non. Moi, je juge Faites les hommes entre Israël individuellement. Et les Juifs. Oui, mais bien sûr. Vous avez des amis juifs ? Là,